crois que c'est bon. D'abord, merci pour vos contributions et je trouve que c'est intéressant parce que ce que disait Nabila justement tout à l'heure, Madame la parlementaire, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ça vient questionner l'intérieur du fonctionnement de chaque État, la question palestinienne. Ça vient renvoyer en miroir, et nous, comment on fonctionne à l'intérieur. Je pense à Greta Thunberg, qui a été la jeune chantre de la question sur le climat, l'environnement, etc. Et on l'a vu tout de suite apparaître sur les manifs sur la Palestine. Et moi, j'ai entendu des gens, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ce rapport? Ben oui, ce rapport, il est là. C'est que la Palestine est l'effet miroir, en fait, de chacun des États. Donc aujourd'hui, que vous preniez, vous, qui êtes du Maroc, vous-même, ce miroir en main, pour dire ce qui devrait être questionné. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et aussi dire le mot frustration, j'ai trouvé ça aussi très fort et important parce que il faut dire les émotions. On est dans un monde qui s'est tellement déshumanisé, mais pas que pour les Palestiniens. Les émotions ne seront plus dites. Et je trouve que c'est fondamental qu'on revienne à la parole du cœur, parce que ce n'est que par la parole du cœur qu'on arrivera à faire évoluer le monde. Et puis la question de la fin du leurre, oui, c'est la fin du leurre. Clairement, aujourd'hui, tout est visible. En fait, c'est comme si d'un coup, tous les masques étaient tombés. On ne fait plus semblant. Il y a eu pendant des années les gens qui faisaient semblant, les gens qui attaquaient ne signaient pas leurs attaques. Aujourd'hui, tout est l'extrême droite, où qu'elle soit, signe ces méfaits. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je vous rejoins, d'ailleurs, c'est entre vous et la dernière dame sur les questions, donc l'altermondialisme, et effectivement, c'est inventer un autre projet, en fait. Et moi, je pense très sincèrement que c'est la chute du capitalisme, que c'est la fin de ce système impérial, colonial, capitalistique. Il va se faire dans la violence, comme toute fin d'un empire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors moi je ne peux pas, je suis historienne, je ne prédis pas l'avenir, même si je lis dans le mar de café, comme beaucoup de Moyen-Orientaux. Je ne suis pas capable de dire ce qui va sortir de ça. Mais aujourd'hui, moi je sais, l'autre jour j'étais avec Rachid Masharawi, qui est un réalisateur palestinien, et quelqu'un lui a demandé, vous savez, il est comme moi, originaire de Jaffa et avec de la famille à Gaza. Et on lui a demandé, est-ce que vous défendez toujours l'idée de deux États côte à côte? Il dit, vous savez, j'ai défendu cette idée pendant longtemps, comme beaucoup de Palestiniens. Il ne faut pas oublier que l'OLP a reconnu l'existence de l'État officiellement d'Israël en 1988. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a toujours pas reconnu la Palestine. Et on nous accuse, nous, d'être les terroristes. En tout cas, et il dit, mais aujourd'hui, ça voudrait dire, vous avez vu le génocide, les gens qui font ça, c'est psychiatrique. Est-ce que vous accepteriez de vivre à côté des gens fous, prêts à vous tuer? Il dit, ben non, moi aujourd'hui, je ne suis plus prêt, parce que j'ai peur. On revient aux émotions. Donc c'était par rapport à cette... Mustapha, j'ai aussi, bon, c'était aussi également touchant, la question de l'histoire, comment en fait les personnes ont vécu au travers des générations et l'évolution en fait de l'analyse des situations. Et j'ai juste voulu ajouter, parce que vous avez cité Gaza, la Cisjordanie, le Liban, Jérusalem. Pourquoi je le redis, Jérusalem-Est est en train d'être aussi vidé de sa population. Et je vais rappeler en lien avec le Maghreb, le Maroc, Hay el-Magharibi, qui a été totalement détruit par le sionisme et Israël au lendemain de la guerre de 67, le quartier des Maghrébins, qui avait été constitué comme étant justement le lieu de vie, d'accueil de tous les pèlerins. Et il n'y avait pas qu'à Jérusalem. J'ai découvert dans les archives qu'en fait, il y a eu différents lieux à Jaffa, à Yafa, à Haïfa, etc. Et ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé. C'était les prémices pour après raser l'esplanade des mosquées, vous le savez, c'est la prochaine étape. Donc c'était important parce qu'il y a l'histoire effectivement du Maroc avec ça. Et puis, monsieur, par rapport à votre intervention, bah, bien évidemment, c'est important de dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la prise d'otage des Juifs du monde.
par Israël, qui parlent au nom d'eux, mais qui sont minoritaires. Et c'est important, effectivement, de ramener aussi à la responsabilité occidentale globale. Comme j'ai dit, le sionisme est un projet européen, ne jamais l'oublier. Et effectivement, la Palestine, et je terminerai là-dessus sur la question, alors j'ai trouvé très intéressant l'histoire de la démocratie substantive, parce que ça fait très longtemps aussi que je pense que le modèle de la démocratie, c'est tout ça, c'est comment dire, une enveloppe marketing qu'on nous a vendue, enfin qu'on a vendue à tout le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde nous sort l'histoire démocratique parce qu'il y a des élections en Israël. On dit la plus grande démocratie du monde, la plus grande inégalité du monde. Il y a 3 statuts en Israël. Vous avez ceux qui sont juifs, ashkénazes. Eux, ils ont tous les droits. Ensuite, vous avez les séfarades. Ils ont moins de droits, mais ils en ont quand même. Et après, vous avez les autres. Dans les autres, il y a les Palestiniens qui n'ont quasi aucun droit. Juste, ils sont là, mais ils ont... Vous savez, ma famille qui est restée, parce que mon père avait un grand-oncle, et quand les sionistes ont dit qu'ils allaient massacrer la population de Jaffa et qu'ils ont chassé les Palestiniens, avec l'aide des soldats britanniques, c'est les soldats britanniques qui ont chassé ma famille, officiellement, physiquement, hein, par rapport avec les sionistes. Et j'ai un oncle, un grand-oncle, qui était journaliste, qui a dit « Moi, je vais me cacher ». Ma famille a fui en pensant revenir au bout de quelques jours. Et l'oncle, Bshara, il s'est caché, il a dit « Je veux témoigner de ce qui va se passer ». La famille n'a jamais pu revenir, et lui, bien évidemment, il est resté sur place. Et il a perdu sa maison parce que les sionistes l'ont prise. C'est un juif américain qui a pris sa maison. Et puis après, il s'est marié, il a eu des enfants. Et un de ses fils s'est battu pendant des années pour récupérer sa maison. Il n'a pas pu parce qu'il a la loi sur le bien des absents. Vous savez, c'est une loi extraordinaire. Les Palestiniens ne peuvent pas récupérer leurs biens parce que seuls des juifs peuvent le récupérer. Et donc, il a essayé de rentrer en négociation avec l'Américain et il a pu racheter que le rez-de-chaussée de sa propre maison. Et encore, et donc, pour acheter la maison, il a fait un emprunt. Ma famille, comme je vous ai dit, sont grecs orthodoxes, chrétiens. Eh bien, les taux d'intérêt en banque ne sont pas les mêmes, selon que vous êtes juif, chrétien ou musulman. Bien évidemment, les juifs ont le taux le plus bas, les autres le taux le plus haut. Donc, c'est pour vous donner cette histoire-là. Et donc, la question de la démocratie, voilà. Et on l'a bien vu, vous avez vu récemment, vous regardez les débats à la Knesset, systématiquement, ce qu'on appelle les Palestiniens se font expulser de la salle, etc., sans parler le fait que beaucoup sont emprisonnés depuis le début du génocide parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, même des gens très ordinaires, pas politiques, ils se sont fait arrêter. Et donc on est vraiment dans ce moment-là, dans ce tournant, on est dans un tournant essentiel, violent, difficile, douloureux, mais il faut qu'on le traverse. Et nous, Palestiniens, on doit aussi traverser ce génocide et c'est difficile. Alors moi, je voudrais profiter pour revenir sur ce que vous avez dit, Madame, sur la communauté occidentale, parce qu'on est au cœur, me semble-t-il, aussi de ce qui se passe en ce moment depuis le début, non seulement du génocide, mais ce qui avait commencé auparavant, et ça revient au tout début de mon propos. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Si beaucoup aimeraient le faire commencer au 7 octobre pour s'exonérer de tout un tas de responsabilités dans ce qui se passe. Et pour moi, il y a un élément qui est extrêmement parlant pour remettre en question cette communauté internationale et parler plutôt de communauté occidentale. Lorsqu'on regarde la carte des pays qui ont reconnu l'État de Palestine, les pays, les soi-disant pays occidentaux, européens, États-Unis, ce sont les seuls pays, alors il y a des pays européens qui entre-temps ont reconnu l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, et il faut saluer cette démarche, mais globalement, les pays qui n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine, ce sont les pays du G7, et ce sont les pays qui sont censés diriger le monde. Et je trouve que tout est dit dans ce constat tel qu'on peut l'établir, du fait qu'il y a ce fossé qui est en train, alors qui existait là aussi depuis longtemps, mais ce fossé devient absolument terrifiant à la lumière du drame, du massacre qui se joue en Palestine actuellement, et qui veut dire beaucoup sur l'évolution des relations internationales.
quand on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été dit, aujourd'hui, c'est le seul rapport de force qui prime. C'est je suis le plus fort, je t'écrase, et il n'y a rien à dire face à cela. L'exemple est montré par Trump, par Poutine, par Netanyahou, et donc c'est je suis le plus fort et j'écrase la terre entière. Et qui a porté le dossier devant la CPI? C'est l'Afrique du Sud. Ça n'est absolument pas nos démocraties occidentales qui se gargarisent de grands mots sur les rapports de force internationaux, sur le fait qu'on défende le droit international. On ne défend plus, nous, les démocraties occidentales, ce droit international. C'est fini. Et donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère dont on ne sait pas encore comment aussi elle va se mettre en place, avec des rapports de force qui évoluent de façon considérable, avec des pays qui estiment aujourd'hui qu'ils ont leur place à prendre contre la façon que nous avons, quand je dis nous, moi je suis française, hein, donc je me mets dans cette position. Et donc on voit bien que là, on est vraiment dans un moment de bascule d'une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, et la question de la Palestine, le drame que vivent les Palestiniens, est au cœur de la refonte, me semble-t-il, de ces relations internationales et de ce que cela va pouvoir donner à terme. Je reviens sur un point, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment du droit international. Moi, le droit international est ma boussole, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas tellement quelle autre boussole je peux avoir pour parler, pour travailler, pour continuer à documenter et à parler de ce qui se passe en Palestine. Donc là aussi, on se gargarise du droit international. Alors, je ne le décris pas parce qu'il existe. Il a le mérite d'exister, et je crois qu'il faut qu'on se raccroche à ce qui nous reste encore, qui est ce droit international. Mais comment un pays comme la France, qui est signataire du statut de Rome, a laissé l'avion de Netanyahou survoler l'espace aérien, alors que normalement, avec le mandat d'arrêt qui est porté contre Netanyahou, les avions français, l'armée française, aurait dû intercepter l'avion pour le faire atterrir et pour le prendre. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement choquant, et encore plus choquant, enfin, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, peu importe, mais ce qui est aussi extrêmement choquant, c'est quand le président Macron a laissé entendre qu'il recevrait Netanyahou en dépit du mandat d'arrêt, parce qu'Israël est un État ami, allié, prenez le terme que vous voulez, alors que nous sommes parmi les signataires, les premiers signataires de cet accord, de ce traité de Rome. Donc là aussi, on est dans une nouvelle page, dans une nouvelle séquence de ces relations internationales extrêmement préoccupante. Comment peut-on, d'un côté, lorsque le mandat d'arrêt est émis, dire on le respectera, parce qu'évidemment c'est la moindre des choses de respecter un accord qu'on a signé, c'est quand même la base des relations, et en même temps de dire le contraire, et d'être capable non seulement de dire, mais de faire le contraire. Lorsque l'avion survole, eh bien, aucune mesure n'est prise. Et ça, pour moi, ça signe un élément nouveau de ces relations internationales. Comment allons-nous rétablir ou établir de nouvelles relations beaucoup plus respectueuses de ce que sont les États? Et effectivement, c'est la fin de cette communauté internationale. Je suis à 100% d'accord avec cela. Et comment imaginer un nouvel ordre mondial respectueux des différents peuples, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que la force qui prime, et c'est la force qui impose sa loi dans le cadre des relations internationales. Donc là, il y a une mobilisation aussi à avoir, nous, les peuples, les populations, les sociétés, face à cette dérive, qui est une dérive extrêmement grave, face à laquelle nous sommes confrontés. Alors on voit, ça commence à faire l'objet de discussions, il commence à y avoir une prise en compte de cela, mais qui reste encore très, très marginale, parce qu'on assiste à cela, et je pense qu'il y a une espèce d'effet de sidération aussi. Sidération de la part de beaucoup d'entre nous face à ce qui se passe à Gaza, le fait qu'on laisse Israël faire comme il le veut, face à cette brutalité. Regardez comment tous les jours on est asséné par la dernière déclaration de Trump, la dernière mesure prise par Trump, et qui entraîne cet effet de sidération à se dire mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est la première puissance mondiale qui a tous les outils, même si on a des outils. Et c'est en ça, je crois, qu'il faut vraiment qu'on se mobilise, parce qu'on a l'air de dire c'est les plus forts, ils font ce qu'ils veulent. Ok, c'est les plus forts, ils ont beaucoup de choses, mais
il y a moyen quand même de réagir. Je réagis, même si on sort un tout petit peu, mais c'est lié. Regardez la mesure qui atteint Harvard aujourd'hui, où les étudiants étrangers sont interdits par l'administration Trump. Alors, il y a des recours en justice, on sait que tout ça va prendre du temps, mais on est rentré dans une ère qui est absolument incroyable de brutalité. Et là encore, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Gaza, ce massacre mené par Israël à Gaza, comme si c'était aussi l'illustration de tout ce que nous essayons de décrire, de tout ce dont nous parlons tout à l'heure, depuis le début de cet après-midi, et qui repose pour moi, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, ces deux mots qui pour moi sont essentiels quand je parle de Gaza et de la Cisjordanie, c'est le mot d'invisibilité et de déshumanisation. Les Palestiniens, et ça encore, ça remonte avant le 7 octobre, Israël a tout mis en œuvre pour rendre les Palestiniens invisibles, avec le mur en Cisjordanie qui coupe la Cisjordanie, avec la barrière de sécurité autour de la bande de Gaza. Comme ça, les Israéliens ne voyaient plus les Palestiniens. Et si vous ne les voyez plus, eh bien du coup, la déshumanisation, elle est très facile, puisque vous ne voyez plus celui qui est en face de vous ou à côté de vous. Eh bien, puisque vous ne le voyez plus, eh bien, ça n'est plus un être humain, et donc il n'y a plus aucune empathie possible. Et donc ça conduit à quoi? À ces massacres tels qu'on les voit et qui ne mobilisent pas encore la société israélienne, alors que je rappelle juste, et je promis, je m'arrête là, souvenez-vous des mobilisations qui ont eu lieu en Israël en 82 après les massacres de Sabra et Shatila, où il y a eu des mobilisations de la société israélienne qui ont conduit à la démission à l'époque de Sharon. Où sommes-nous en Israël de cette mobilisation qui avait quand même permis bien, de dire que cette société était choquée par... Aujourd'hui, il n'y a aucune mobilisation. Les mobilisations en Israël sont pour la libération des otages, ce que l'on peut évidemment tout à fait comprendre, mais il n'y a pas de mobilisation pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Il commence un petit peu avec les comportements des réservistes qui commencent à ne plus vouloir rejoindre leur caserne, mais il n'y a pas de mobilisation significative. Et ça, si ça n'est pas une perte d'humanité, je ne sais pas comment cela s'appelle.